Merci et bonsoir à tous. Avant de commencer, à vous parler de ce Tour de France des maires et des candidats, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice. Alors je vais encore vous demander de vous lever ou de vous asseoir, mais restez assis pour l'instant. J'aimerais bien que ceux qui pensent que nous vivons en démocratie se lèvent. Alors ceux qui pensent que cette démocratie fonctionne bien restent debout, les autres s'assoient. Merci. Je vous invite tous à vous rasseoir. Moi, c'est un peu cette question-là qui m'a poussé à partir faire ce Tour de France. Mais je rembobine un petit peu la bobine et je vais vous dire d'où je viens. Je suis designer de formation, donc je viens d'une famille qui n'était pas du tout politisée. On m'a jamais vraiment parlé ni de politique, ni de syndicalisme, ni de ces sujets-là qui me semblaient assez barbants. Et dans mes études de design, je me suis vite aperçu qu'en fait, la place qu'on me proposait en tant que designer dans la société, c'était de concevoir des produits pour qu'ils soient désirables, pour essayer d'en vendre et de faire marcher un système finalement que j'étais en train de remettre en cause complètement, c'est-à-dire rajouter des produits dans les rayons des supermarchés pour qu'ils se vendent mieux et pour en vendre de plus en plus, alors qu'on sait bien que ces produits peuvent poser des problèmes à la planète, ils peuvent poser des problèmes aux humains, et c'est ça qui m'a un peu... C'était le premier déclic qui a fait que je me suis dit, il faut que je m'intéresse à d'autres choses que ce design qu'on m'apprend. Et en même temps, les outils, les méthodes qu'on m'apprenait en tant que designer, c'était des séances de créativité qui étaient géniales. C'était le fait de suivre un usager, comprendre ses besoins, voir comment est-ce que ça fonctionne et essayer de répondre à ses besoins. Donc c'était des outils et des méthodes que je trouvais passionnantes. Et je me suis dit, comment est-ce que ces outils et ces méthodes-là, je peux les mettre au service, non pas de la conception de produits, en anglais to design, c'est-à-dire concevoir, comment est-ce que je ne conçois pas des produits, mais comment est-ce que je conçois des politiques publiques. Alors pas moi tout seul, mais comment est-ce que j'utilise ces outils et ces méthodes pour accompagner la conception de politiques publiques qui seraient plus créatives, plus proches de l'utilisateur, donc du citoyen dans le cadre politique. Et c'est ça qui m'a poussé à travailler avec des collectivités locales, à mettre un premier pied dans ce monde des administrations et de m'apercevoir que en fait, cette démocratie dont on me parlait, et moi j'étais le premier à être debout quand on me disait est-ce qu'on est en démocratie, je me suis aperçu que oui, sûrement, on est plus en démocratie que dans d'autres pays, mais en effet, je me suis vite rassis en me disant mais cette démocratie ne fonctionne pas aussi bien que ce que je l'espérais ou que ce que je pensais benoîtement. Et c'est ça qui m'a poussé à finalement mettre un premier pied là-dedans, design de politique publique, travailler avec des collectivités, et je me suis aperçu qu'il y avait énormément de gens qui s'intéressaient à ces sujets-là, et c'est ça qui m'a poussé à fonder avec d'autres personnes un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte, dans lequel on cherche à promouvoir des formes de gouvernance plus transparentes, plus collaboratives, avec plus de participation des citoyens. Un des premiers projets qu'on a construit, c'est un site web, une plateforme, qui s'appelle Parlement et citoyens, et qui permet de co-construire des propositions de loi. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un député ou un sénateur fasse sa proposition de loi tout seul, dans son coin, sans qu'on sache trop s'il y a un lobby qui vient apporter un dossier bien ficelé, ou sans qu'on sache trop qui le parlementaire a auditionné, là, on rajoute de la transparence dans le processus. Sur la plateforme, on voit comment la proposition de loi est construite, et surtout, on rajoute de la participation, c'est-à-dire que vous et moi, le citoyen lambda, tout le monde peut venir participer et apporter un avis ou une expertise. Il y a une synthèse qui est faite de tous ces avis et ces expertises, et ça permet aux parlementaires de faire sa proposition de loi, d'une part avec plus de transparence, et en plus en s'appuyant sur les citoyens. C'était un petit bout d'expérience. On l'a lancé ça il y a 2 ans. La plateforme fonctionne toujours. Il y a 6 propositions de loi qui ont été co-construites. Alors, elles n'ont pas toutes été au bout, elles n'ont pas toutes été votées. Mais on s'est aperçu que d'un côté les parlementaires et de l'autre côté les citoyens qui participaient là-dessus se disaient « Oui, en effet, on peut fonctionner autrement que uniquement voter une fois tous les 5 ou 6 ans et déléguer son pouvoir d'agir à des représentants. » Là, il y a toujours les représentants, on ne remet pas ça en cause dans ce fonctionnement-là, mais par contre, on peut faire de la co-construction et continuer à avoir un lien en dehors des élections une fois tous les 5 ou 6 ans. Donc c'est ça qui m'a poussé aussi à faire ce Tour de France. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a des élus, des candidats aux élections municipales qui sont venus nous voir dans le collectif Démocratie ouverte en disant « Mais votre outil, on aimerait bien avoir la même chose pour co-construire notre programme politique et pour que ce programme politique soit fait avec les citoyens, avec nos futurs électeurs. »
Et moi, je me suis aperçu que finalement, les élections municipales, je ne savais pas exactement bien comment ça fonctionnait. Et en regardant une émission qui s'appelle « J'irai dormir chez vous », je me suis dit, il faut que j'aille dormir chez les candidats aux élections municipales et les maires pour les interviewer sur eux, comment est-ce qu'ils vivent la démocratie locale, comment est-ce qu'ils la font fonctionner. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en stop pendant 6 mois, il y a maintenant un peu plus d'1 an, pendant les élections municipales, et j'ai été dormir chez 111 maires ou candidats un peu partout en France avec mon sac à dos. À chaque fois que je rentrais dans une voiture, il y a à peu près 500 conducteurs qui m'ont pris sur le bord de la route. Et à chaque fois que je rentrais dans une voiture, j'essayais de déclencher une discussion politique pour voir aussi comment les citoyens qui avaient la gentillesse de me prendre sur le bord de la route considéraient la France, considéraient la manière dont le système fonctionne ou dysfonctionne, m'expliquaient pourquoi ils votaient pour tel ou tel parti, pourquoi ils ne votaient pas. Donc ça m'a intéressé de voir et de comprendre toutes ces raisons que les uns et les autres pouvaient apporter. Et puis j'essayais de cibler des villes dans lesquelles les candidats avaient un programme original où les élus qui étaient déjà maires sur leur territoire faisaient de la démocratie différemment. J'essayais de cibler des endroits dans lesquels on expérimentait des nouvelles choses. Et là, je me suis aperçu que les 36 000 communes françaises, c'était en fait un véritable laboratoire d'innovation démocratique. Dans notre territoire, on a beaucoup d'élus, on a 500 000 élus. La plupart des élus ne sont pas des pourris, comme on l'entend trop souvent. La plupart des élus sont des bénévoles qui donnent du temps, qui donnent de l'énergie pour essayer de faire fonctionner mieux leur territoire. Et parmi ces élus, je vais vous parler de quelques exemples qui m'ont particulièrement marqué et qui, pour moi, dessinent la société de demain, la société que moi j'aimerais qu'on lègue à nos enfants ou à nos petits-enfants. Parce qu'on s'aperçoit tous que même si on est dans ce laboratoire d'innovation démocratique, il y en a beaucoup qui se sont rassis, on s'aperçoit tous qu'on est dans un système qui a priori ne fonctionne pas si bien que ça, et qu'on est dans une période de bouleversement. J'aime pas trop le mot crise, je dirais plus une mutation entre une société qui a du mal à se trouver et qui a des gros enjeux en face d'elle, de réchauffement climatique, de finances. Donc on a ces nouveaux enjeux en face de nous, on a des nouveaux outils aussi, on a le numérique qui apporte beaucoup de choses, et donc on est dans une société en bouleversement, et déjà dans nos territoires, il y a plein de choses qui s'expérimentent. Alors, ces choses-là, c'est notamment, j'ai été voir des petites villes qui fonctionnent, et des petits villages qui fonctionnent avec des chantiers participatifs. C'est l'exemple de Trémargat en Bretagne, du plateau de Mille Vaches, sur lequel il y a des petites communes aussi, où en fait, la collectivité, elle a très peu de budget, et ce qui n'empêche pas d'avoir des envies de construire des places publiques plus sympas, d'avoir une épicerie solidaire dans le village, etc. Et finalement, ce que font les élus là-dedans, ils deviennent animateurs en disant « c'est pas nous qui allons faire, c'est pas les employés, c'est pas l'administration, parce que l'administration, c'est une personne à mi-temps. Donc, il faut que ce soit nous, les citoyens, qui nous organisions nous-mêmes pour faire ce qu'on a envie de faire pour la commune. Et du coup, tous les dimanches, pendant 3 mois, c'est des citoyens qui viennent eux-mêmes avec leur tronçonneuse refaire un banc public, refaire la place publique, ou qui viennent réaménager un bâtiment pour que ça devienne une salle communale. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans, parce que là, on est sur une petite échelle dans des petites villes. Si on imagine ça avec la puissance du numérique, avec la puissance des réseaux sociaux, avec la puissance de toutes ces plateformes collaboratives comme le covoiturage, qui finalement permettent de nous mettre en relation les uns avec les autres, si on imagine cette puissance-là avec une logique de participation directe des citoyens à ce qui va être de l'intérêt général ou de la construction de biens communs, là je me dis, il y a un vrai sujet, il y a un vrai potentiel d'innovation démocratique. C'est le premier exemple. Il y a un deuxième exemple qui m'inspire beaucoup, c'est celui des budgets participatifs. Et là, ça touche déjà des villes beaucoup plus grosses. Vous avez peut-être entendu parler de la mairie de Paris qui a mis en place un budget participatif. Alors, ça commence assez bas, c'est 1% du budget sur 5 ans. Donc, ça fait quand même 500 millions d'euros. Et finalement, les Parisiens peuvent proposer des projets et voter ensuite en disant il faut que ce projet-là et ce projet-là arrive. Et là, on rentre dans une relation plus directe de décision. On rentre dans une relation où c'est plus des élus qu'on a désignés il y a un bout de temps qui décident tout seuls sans qu'on sache trop ce qu'ils vont faire. Là, on peut dire directement ok, je veux que ce projet-là soit fait, et on peut
notre association, notre collectif, notre entreprise peut proposer elle-même des projets. Donc ça, il y a quelque chose aussi de la relation plus directe qui se construit qui me semble assez intéressant. Je vous ai parlé des chantiers participatifs, je vous ai parlé des budgets participatifs. Il y a un autre sujet qui, moi, m'a beaucoup marqué. Dans ce Tour de France, en stop, il y a énormément de gens qui me disaient finalement, les politiques n'ont plus vraiment le pouvoir, et ceux qui ont le pouvoir, c'est le monde de la finance, ou c'est les grosses entreprises, ou c'est l'économie. Et il y a de plus en plus de petits projets comme ça qui sont des monnaies locales, des monnaies complémentaires, ou des monnaies citoyennes, qui sont une manière de se réapproprier l'économie et de se dire, en fait, ce dont on se sent dépossédé, cette économie qui peut paraître lointaine, est-ce qu'on ne peut pas se la réapproprier et favoriser des échanges locaux? Et même au-delà de ça, est-ce que si on rentre dans cette logique de services communs, qu'on se rend les uns aux autres sur des plateformes collaboratives, mais qui vont concerner l'intérêt général, est-ce que là, les monnaies locales ne peuvent pas avoir un rôle à jouer sur de la rétribution et sur le fait de, lorsqu'on s'engage pour le bien commun et pour l'intérêt général, eh bien, avoir une forme de rétribution en monnaie locale et du coup être intéressé au fait de participer à l'intérêt général. Moi, j'ai vraiment ce pressentiment qu'il y a des choses qui sont en train de se passer de ce côté-là, du côté des monnaies locales, du côté de tout ce qui est budget participatif, chantier participatif, et que c'est un peu ça qui dessine notre société et le futur que j'aimerais qu'on laisse à nos enfants ou à nos petits-enfants. Alors, comment est-ce que finalement on peut être acteur de sa citoyenneté, agir aujourd'hui? On n'est pas obligé d'attendre que ce soit les partis politiques qui fassent à notre place. Et ça, c'est aussi une autre chose qui, de manière un peu négative, m'a choqué dans ce Tour de France, c'est que dès que je rentrais dans une voiture, c'était les politiques ceci et les politiques cela. Et finalement, on attend énormément de choses. Et là aussi, on dit un peu « j'ai voté », comme on dirait « j'ai payé un service et j'attends un service en retour ». Alors qu'en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire déjà aujourd'hui avec les outils qu'on a. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on utilise le numérique? Comment est-ce qu'on utilise d'autres formes d'organisation comme le design dont je vous parlais? Comment est-ce qu'on utilise nos compétences pour les mettre au service de ce bien commun et de cet intérêt général et pas forcément au service uniquement de notre intérêt particulier? Donc je vous invite à vous poser tous cette question. Moi, c'est la question que je me pose en permanence. Évidemment, ce n'est pas facile d'y répondre, mais je pense que c'est une question essentielle. Merci. Merci Armelle pour ton intervention. J'avais une question. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de ce troisième sujet dont tu as parlé, à savoir la monnaie locale? Est-ce que dans une des villes, tu as un exemple de cette rétribution pour la participation des... Comment ça peut fonctionner de manière vertueuse? Je te remercie. Alors j'en ai trois qui sont finalement assez différents. Il y a par exemple la ville de Toulouse, qui est une des premières grosses villes en tout cas, qui a mis en place le sol violette. Là, ce n'est pas la collectivité en tant que telle qui l'a mis en place, c'est surtout un collectif de citoyens. Et c'est, il me semble, alors je ne suis pas un spécialiste des monnaies locales, mais il me semble que c'est une monnaie qui permet surtout d'échanger des services locaux. Donc le critère pour utiliser cette monnaie, c'est que le produit ou le service qu'on consomme soit un service qui a été produit localement ou un produit qui a été fait dans les environs de Toulouse. Un deuxième exemple qui est la sonnante. Donc là, elle est plus récente, elle est en train d'être lancée, qui est une monnaie de la ville de Nantes, qui est vraiment à l'origine de la collectivité locale. Aujourd'hui, elle sert surtout à de l'interentreprise, j'ai l'impression. Donc la logique, c'est surtout que les entreprises puissent finalement éviter de la trésorerie et fonctionner à se rendre des services les uns aux autres. Donc là, on est aussi sur cette logique de local. Et un troisième exemple qui me semble plus intéressant, qui est le Simba. Le Simba, c'est une monnaie qui est en Île-de-France, qui est en train de se construire, avec cette logique d'être aussi une monnaie citoyenne, c'est-à-dire que la gouvernance de la monnaie, elle est aussi réfléchie par... alors derrière, il y a une structure qui est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les utilisateurs de cette monnaie qui vont définir à quoi elle peut servir, qui vont définir les règles du jeu. Et c'est ça qui me semble le plus intéressant, c'est quand on se dit, parce que les règles du jeu, ça peut être, on utilise cette monnaie que pour acheter des produits bio quand on est dans de l'alimentaire, ou on utilise cette monnaie que pour échanger des services
qui vont dans le sens de l'intérêt général, ou où on évite d'acheter telle chose qui pollue avec cette monnaie. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être défini, et on appelle ça monnaie complémentaire parce que ça vient aussi en parallèle de la monnaie euro. On n'est pas dans une logique de remplacer complètement l'euro, mais sur certains usages, décider qu'on va utiliser la monnaie d'une autre manière. Ce qui nous plaît beaucoup quand on te parle, c'est on se plaint tous effectivement de cette politique, on en a tous un peu marre, on ne sait plus où on va, etc. Et c'est que tu es très concret. Justement, est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que tu fais aujourd'hui par rapport à ce que tu as fait l'année dernière, ton Tour de France? Comment tu avances concrètement pour essayer de faire en sorte que les choses bougent? Et comment nous, on peut t'accompagner dans ces choses concrètes? Rapidement. Alors, deux choses. En fait, c'est vrai que suite à ce Tour de France, je me suis lancé dans l'écriture d'un livre qui s'appelle « Le monde de demain s'invente aujourd'hui », qui n'est pas encore publié, parce que c'est pas évident d'écrire un livre, je m'en suis aperçu en le faisant, mais qui devrait normalement sortir en 2015, qui d'un côté s'appuie sur ce Tour de France et parle de certaines des villes dans lesquelles j'étais et qui m'ont particulièrement marqué, et d'un autre côté essaye de dessiner justement ce futur souhaitable et cette vision de société que j'aimerais moi laisser à mes enfants ou à mes petits-enfants en 2065. Et voilà, donc c'est la première petite chose. Et la deuxième chose, c'est que à travers le collectif Démocratie Ouverte, on a lancé un deuxième programme. Le premier, je vous en ai parlé, c'est Parlement et Citoyens, cette plateforme pour co-construire les propositions de loi. Le deuxième, il s'appelle Territoire hautement citoyen. Et la logique de ce programme, c'est d'accompagner les collectivités qu'ils souhaitent à engager une forme de transition démocratique, en tout cas à réfléchir à leur schéma de gouvernance, la manière dont les décisions sont prises, la place du citoyen dans cette prise de décision, et pas uniquement s'appuyer sur la prise de décision, mais aussi agir sur la manière dont le citoyen peut être lui-même acteur sur son territoire. Donc en fait, c'est une méthode ouverte. Je vous invite à aller voir sur le site de Territoire hautement citoyen. Et cette méthode ouverte, en gros, la logique, c'est vraiment de proposer une manière d'améliorer la gouvernance sur le territoire, mais en amélioration continue, et pour essayer de créer une spirale positive. Oui, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez des exemples concrets de la gestion des déchets? Il y a des villes comme Los Angeles ou San Francisco qui vont vers un zéro déchet, et c'est un problème politique important dans notre département. Alors, non. Désolé. En fait, non, mais le petit bout de réponse que je peux faire, mais qui est vraiment à la marge, c'est pour moi les villes qui réussissent à s'attaquer à des problématiques comme celle-là, qui sont des problématiques finalement qui touchent aussi aux questions environnementales, qui touchent à des défis qu'on a en face de nous, qu'il faut résoudre absolument. Ceux qui réussissent à vraiment y répondre et à impliquer les citoyens là-dedans, finalement, il y a aussi énormément une question de posture. Et c'est des élus ou des équipes municipales qui, en général, arrivent en se disant bon, voilà, on met carte sur table, voilà les problèmes qu'on a, voilà la manière de fonctionner aujourd'hui, trouvons ensemble des manières de fonctionner demain. Et la posture n'est pas du tout la même que de dire je sais, ou j'ai une vision, ou je décide. Donc, moi, je pense par exemple à la ville de Losangoel, qui est dans le bassin minier, qui est une ville de un peu moins de 10 000 habitants, et qui est à peu près le même type de ville que Hénin-Beaumont, dont on entend souvent parler, c'est-à-dire une population pas facile, du bassin minier, beaucoup de chômage, etc. Et pour moi, il y a un peu l'exemple et le contre-exemple, dans le sens où Losangoel a réussi à mettre en place énormément de choses qui vont dans le sens de l'environnement, des écoquartiers, alors la gestion des déchets en particulier, je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent, mais il me semble qu'ils ont dû aussi travailler sur ce sujet-là. Et ce qui m'a intéressé, c'est surtout la méthode. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à impliquer tous les citoyens dedans, en créant justement des réunions de quartier, en créant des réunions festives pour que ce ne soit pas uniquement ce qu'on appelle les TLM, toujours les mêmes, qui viennent aux réunions, mais que ça soit des gens qui ont envie de faire la fête, donc tout le monde. Voilà, et plein de méthodes super intéressantes à aller voir, la ville de Losangoel. C'est un petit bout de réponse.